Avant toute chose aussi, vu qu'il y a un élément du jury qui est anglophone, le matériel est en anglais. Donc la présentation aujourd'hui sera divisée en 5 parties. Une première qui sera une partie d'introduction pour présenter un peu le contexte de la recherche, pourquoi on a cherché à améliorer ces turbines-là. Une deuxième qui est une présentation rapide du modèle numérique, de la méthode numérique qu'on a utilisée. Ensuite, on va parler rapidement de l'écoulement à travers la turbine, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on a observé avec les résultats numériques. Le gros de la présentation, ça va être la partie sur les résultats. Et donc à la fin, une conclusion pour résumer un peu les contributions de la thèse. Donc si on commence un peu par replacer le contexte. Déjà, une turbine à axe vertical, il y a différentes géométries qui s'appellent turbine à axe vertical. Le concept original, c'est le concept qui a été développé par M. Darius dans les années 30. Et c'est les éoliennes qui ont une forme de batteur à œuf, donc qui vont tourner autour de l'axe vertical ici. Ce concept-là, il est un peu tombé en désuétude à la fin des années 70. Pour être remplacé par le même principe de fonctionnement, mais avec des pales qui sont cette fois-ci droites, donc toujours pour tourner autour de l'axe central. Et donc ce type de design-là, c'est ça qui est le cœur de ma thèse. C'est surtout ce design-là qu'on va étudier. Puis à la fin des années 90, il y a aussi eu un développement des turbines à axe hélicoïdal. Donc en fait, au lieu d'avoir une pale qui est droite, on va avoir une pale qui va s'enrouler autour de l'axe tout en gardant un rayon constant. Donc ça, c'est un des designs les plus communs de nos jours pour des turbines à axe vertical. On notera aussi que malgré qu'elle s'appelle la turbine à axe vertical, on peut parfaitement les coucher. Donc au lieu d'avoir un axe qui est vertical, on va les prendre sur le côté. Mais l'écoulement va toujours arriver perpendiculaire à l'axe de rotation. Et donc évidemment, le principe de fonctionnement est le même. Donc on n'est pas limité par la verticalité de l'axe. Donc au niveau global, il y a un besoin croissant dans les énergies renouvelables. Et les turbines à axe vertical vont se placer dans deux catégories de ces énergies-là. La première, ce sont les énergies éoliennes. Donc là, vous voyez des éoliennes classiques. À chaque fois qu'on pense à une éolienne, on pense à des turbines comme ça. Ça, ce sont des turbines à axe horizontal. Et donc le secteur éolien est un secteur qui est relativement mature. Donc ça fait des années qu'il a été développé, puis ces turbines-là sont assez efficaces. Et donc c'est ce genre de turbine-là qui va dominer le marché. Puis l'autre secteur dans lequel on va pouvoir utiliser les turbines à l'axe vertical, c'est le secteur marémoteur, le secteur d'extraction d'énergie des courants de marée et des courants de rivière. Ça, c'est un secteur qui est nettement plus récent. Ça fait à peu près 10, 15, 20 ans que ça a été développé. Et un de ses avantages, c'est que sa source d'énergie est nettement plus dense, vu qu'on va utiliser de l'eau qui est nettement plus lourde que de l'air, et elle est aussi nettement plus prévisible. Donc les courants de marée sont connus, et puis dans une rivière, on connaît les débits moyens durant une année. Et un autre point, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technologie qui domine ce secteur-là. Et ça, c'est dû au fait qu'on pensait initialement que le transfert technologique se ferait assez rapidement entre l'éolien et l'hydrolien. Mais ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a plusieurs caractéristiques des écoulements hydroliens qui sont assez importantes. La première, c'est que vu que la densité d'énergie est plus grande, les forces sur les pales sont plus grandes, ce qui fait que les pales doivent être nettement plus robustes. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va utiliser des pales qui vont être plus courtes et les turbines vont être beaucoup plus trapues. L'autre point, c'est que contrairement à l'éolien, on est limité en hauteur. On est limité évidemment par le sol, comme dans l'éolien, mais on a aussi une surface d'eau qui va venir limiter notre fenêtre d'extraction. Et dans ce cas-là, on va préférer avoir une fenêtre d'extraction d'énergie qui va être rectangulaire, comme c'est le cas pour les turbines à axe vertical avec des pales droites, évidemment, comparé à des fenêtres d'extraction circulaires. Donc ce qu'on voit quand on va utiliser des fenêtres d'extraction circulaires, il y a plein de zones où on ne va pas pouvoir récupérer l'énergie. On notera aussi que si on met des turbines à axe horizontal placées si proches l'une de l'autre, il y a des interférences entre chaque, puis les efficacités vont chuter. Donc, par contre, un point relativement important, c'est que les turbines à axe vertical, même si elles vont utiliser une fenêtre d'extraction qui est mieux appropriée pour les applications hydroliennes, on sait qu'elles sont moins efficaces que les turbines à axe horizontal. Et quand on parle d'efficacité d'une turbine, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le rapport entre la puissance qu'on extrait avec la turbine, qu'on va diviser par le flux d'énergie cinétique à travers la surface balayée, donc la surface frontale de la turbine. Et si on regarde, ça c'est une courbe typique pour des turbines éoliennes, mais ce qu'on retrouve comme résultat, c'est que l'efficacité maximale des turbines à axe horizontal classiques va varier entre 45 et 50%. Puis ça, c'est des valeurs qu'on retrouve, qu'on a trouvées maintes et maintes fois sur des turbines même commerciales.
Alors que pour des turbines à axe vertical, on va atteindre les efficacités maximales qu'on va pouvoir atteindre, ça va plutôt être autour de 40%. Et encore, ça c'est pour les meilleures turbines qui ont existé, disons. On notera aussi sur ce graphique qu'il y a quelque chose qui s'appelle la limite de Betz, qui est un peu la limite théorique d'extraction d'énergie. En fait, on ne peut pas extraire plus de à peu près 60% de l'énergie d'un courant, sinon, vu que c'est un écoulement non confiné, il va juste contourner la turbine. Et donc, tout ça nous amène au premier objectif de la thèse, qui va être d'améliorer l'efficacité des turbines à axe vertical, au moins pour les amener au niveau des turbines à axe horizontal. Un autre point aussi, c'est que l'aérodynamique des turbines à axe vertical est stationnaire, et ça va entraîner un autre problème avec ces turbines-là. C'est que si on se place sur la pale d'une turbine à axe horizontal, d'une hélice, tout le long du cycle, tout ce qu'on va voir toujours le même écoulement, on va voir le même angle d'attaque, on va voir la même vitesse relative. Donc la force va être constante tout le long du cycle. Et si on fait le même exercice, mais sur une turbine à axe vertical, là ça va être complètement différent, parce qu'à chaque instant du cycle, on va avoir des conditions différentes. On va avoir un angle d'attaque qui va varier, on va avoir une vitesse relative qui va varier. Et ce qui fait que le couple autour de l'arbre va être cyclique. Et ces fluctuations-là sont très dommageables pour le générateur, vu que ça fait un changement le générateur, disons, va devoir s'adapter pour compenser ces variations de chargement. Et ça va aussi entraîner des vibrations qui sont néfastes pour les roulements, puis pour les pales. Donc tout le côté mécanique de la turbine n'aime pas vraiment ces fluctuations-là. Et donc, le deuxième objectif de la thèse, ça va être de réduire ces fluctuations de couple-là. Et donc, pour atteindre ces trois objectifs, ce qu'on a fait, la première étape, ça a été de créer une méthode numérique et de la valider. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est essayer de comprendre un peu mieux l'aérodynamique des pales dans une turbine à axe vertical. Et comment l'écoulement, en fait, quelle est son influence sur l'écoulement, puis quelle est cette influence d'écoulement sur les forces. Et le troisième point, ça c'était plus, après une étude de la littérature, c'est de faire une étude paramétrique des turbines à axe vertical. Ce qu'il y a, c'est que dans la littérature, tous les effets des paramètres des turbines à axe vertical ont été étudiés, mais les paramètres sont souvent étudiés un par un, sans avoir une méthodologie commune. Nous, vu qu'on a un modèle numérique commun, on va pouvoir comparer tous les résultats entre eux. Donc c'est une contribution à la thèse qui est relativement importante. Donc, je vais commencer par présenter rapidement le modèle numérique qu'on a utilisé. Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé un code commercial qui est relativement robuste, puis qui a été prouvé, donc le code d'ANSYS-Fluence. Et on a utilisé un modèle de turbulence K-Omega SST, qui lui aussi a pas mal de littérature à son sujet, puis dont on sait qu'il marche bien dans des écoulements, surtout lorsqu'il y a du décrochage, comparé à d'autres modèles comme KFCE. Et l'autre point, c'est qu'on voulait simuler une turbine dans un écoulement non confiné. Parce que les études de confinement dans des hydroliennes ou dans des éoliennes apportent des effets assez variés. Donc nous, on voulait enlever cet effet-là. Ce qui fait que le domaine de calcul était relativement long, mais aussi relativement large. Et donc ce que vous voyez au milieu, c'est la turbine. Donc on a simulé tout un domaine aussi large juste pour enlever les contraintes de confinement. Et l'autre point, c'est vu qu'on voulait tester un très grand nombre de paramètres, puis sur de très grandes plages, on avait besoin que le modèle soit adaptable, parce qu'on ne veut pas recréer un modèle à chaque fois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des interfaces. Donc il y a une première interface entre le grand domaine qui lui est dans un repère fixe et la zone du rotor qui va tourner à la vitesse de la turbine. Donc toute la grosse zone rouge va tourner. Et on a aussi rajouté des interfaces autour des pales. Ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de faire tourner les pales indépendamment du rotor, ce qui fait qu'on va pouvoir changer l'angle de la pale à tout moment durant le cycle. En fait. Ça vous servira pour améliorer l'efficacité. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un peu un aperçu du maillage. C'est vraiment représentatif, mais c'est pour montrer aussi une idée qu'on a gardé le centre du rotor, la partie interne de la turbine, on l'a gardé suffisamment raffiné pour éviter de diffuser toute l'information. L'information notamment de tout le sillage de la pale. Quand la pale va avancer ainsi qu'elle va créer un sillage, ce sillage va être convecté. Et vu qu'après, la pale remonte dans la même zone, donc vous voulez garder cette information-là parce qu'il y a une influence évidemment sur les photos. Et donc, on a fait une étude quand même rigoureuse. Enfin, on a utilisé ces outils de façon quand même rigoureuse. Donc là, je vous ai montré quelques idées de taille de maillage utilisées. Donc en 2D notamment, on a testé trois niveaux de raffinement de maillage, en allant jusqu'à 300 000 mailles. Puis vous voyez quand même que les temps de calcul
même sur des machines relativement performantes avec 8 cœurs de calcul, sont quand même assez longs. Parce que vu qu'on a besoin de 2 jours pour le maillage normal qu'on a finalement utilisé, pour faire 10 cycles de Turing, ce qui n'est pas... Pour des calculs de D, c'est quand même relativement lourd. Et les calculs 3D, eux, avaient un maillage qui était basé sur le maillage de D qu'on a extrudé en plusieurs couches. Et donc là, vous voyez que le nombre d'éléments passés pouvait aller jusqu'à 20 millions. Ce qui fait que les temps de calcul, eux, pouvaient passer... Il y a eu jusqu'à 3 mois pour faire un calcul de 10 cycles sur un nombre quand même conséquent de cœurs de calcul. Un autre point, c'est qu'on a aussi testé le nombre de pas de temps par cycle qu'il fallait. Donc combien de pas de temps on va faire durant toute une rotation de la Turing. Et ça, dans la littérature, on retrouve plutôt des valeurs qui sont autour de 100 à 300. Ça, c'est un point qui est quand même relativement critique parce que nous, ce qu'on a observé sur nos résultats, c'est que même en utilisant 1000 pas de temps par cycle, on avait des résultats qui n'étaient pas encore vraiment convergés. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait tendre vers la même valeur. Et ce qu'on voit, c'est que la courbe en vue ici, à 1000 pas de temps par cycle, n'atteint pas exactement, disons, la courbe d'extraction du cas avec 5000 pas de temps par cycle. Et au final, on a aussi testé 10 000 pas de temps par cycle, mais au final, on a utilisé la courbe à 5000, qui donnait à peu près le même résultat que celle à 10 000. Et un autre point aussi qui est un peu critique dans la littérature, c'est le nombre de cycles qu'on va calculer avant d'accumuler, disons, la statistique, avant de dire ça c'est l'efficacité de la turbine, ça c'est l'efficacité instantanée. Et ce qu'on retrouve assez souvent, c'est des valeurs entre 5 et 10 cycles avant de dire ça c'est l'efficacité de la turbine. Mais nous, par exemple, dans ce cas-là, on voit qu'il faut à peu près une quinzaine de cycles pour arriver à peu près à la valeur finale de la turbine. Ça dépend aussi énormément de la configuration de la turbine, mais c'est un test qui doit être fait, et puis en général, on va se situer entre 10 et 20 pour l'information. Donc si on résume un peu cette méthode numérique, donc on a utilisé des outils prouvés, on a fait une utilisation très rigoureuse de ces outils-là, notamment en testant les dépendances à tous les paramètres numériques, parce qu'on voulait être indépendant à ce niveau-là. Et l'autre point important, c'est que c'est un modèle qui est adaptable. Donc on peut comparer directement tous les résultats entre eux. Okay, donc on va passer un peu à expliquer un peu l'écoulement à travers la turbine. Donc dans une turbine à axe vertical, un peu comme une turbine à axe horizontal d'ailleurs, l'énergie est extraite par la portance créée sur la pale par l'écoulement. Et cette force de portance-là et la force de traînée sont en fonction de l'angle d'attaque. Donc l'angle d'attaque, l'angle entre la vitesse relative et l'accord du profil, et la vitesse relative. Si en fait on connaît ces relations d'angle d'attaque-là pendant le cycle, on va être capable de modifier, la courbe d'extraction, ce qui va nous permettre après déjà si on comprend, on peut le modifier plus intelligemment, puis on va pouvoir améliorer l'efficacité. Et un autre point, c'est qu'il y a des modèles théoriques qui sont utilisés pour prédire ces angles d'attaque-là, et ces modèles-là sont utilisés dans des méthodes à 10 actuateurs qui permettent d'avoir une estimation de l'efficacité de façon assez rapide. Et l'hypothèse qu'ils font ces modèles-là, l'hypothèse c'est que l'écoulement est uniforme à travers la turbine. C'est-à-dire que l'écoulement ne voit pas la turbine, c'est comme s'il n'était pas perturbé. Et donc au niveau des lignes courantes, ce que ça fait, c'est juste que les lignes de courant sont parallèles et passent à travers. Évidemment, cette hypothèse-là n'est pas très bonne parce que l'énergie extrait de l'énergie. La turbine extrait de l'énergie. Mais en extrayant de l'énergie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va élargir le tube de courant. Et donc là, si on prend le cas d'une turbine à 3 pales avec une solidité moyenne, disons, et une efficacité de 30%, on voit quand même que l'extension du tube de courant n'est pas négligeable. Et ce que ça va faire, donc si on regarde les vitesses axiales, tout ce qui est en bleu, c'est les vitesses inférieures à la vitesse d'écoulement en blanc. Et donc on voit qu'il y a un peu de réduction de vitesse axiale dans la première phase du cycle, et une réduction nettement plus grande dans la deuxième phase, vu qu'on a à peu près 40% de la vitesse axiale dans ce cas-là. Mais l'autre point important surtout, c'est au niveau des vitesses transversales. Et ce qu'on voit, c'est que même dans la première partie du cycle, on a énormément de vitesses transversales qui sont créées, vu qu'en rouge, c'est à peu près 40% de la vitesse de l'écoulement. Et ces vitesses transversales-là, elles vont modifier de manière assez substantielle les angles d'attaque vus par les pales. Et donc, modifier les forces, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est de proposer un modèle empirique
qui serait lié à l'efficacité de la turbine. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient modifier légèrement la vitesse axiale dans la première partie du cycle. On vient évidemment rajouter la vitesse transversale. Et dans la deuxième partie du cycle, on va modifier avec des différents coefficients, c'est-à-dire que surtout la vitesse axiale, on va la réduire encore plus. Et ce qu'on a fait après, c'est de regarder les angles d'attaque que l'on obtient avec ce modèle empirique et de les comparer avec des angles d'attaque qu'on a extraits des résultats numériques. Donc, ce que vous voyez en orange puis en bleu clair, c'est les résultats numériques, donc les résultats issus des observations du champ issus de la CFD. Et en rouge et en bleu foncé, ça c'est ce que donne le modèle empirique. Et ce qu'on voit, c'est que notamment dans la première partie du cycle, là où se fait toute l'extraction d'énergie de la turbine, on a une très bonne concordance entre ces résultats numériques-là et le modèle empirique. Donc ça, évidemment, c'est un premier jet, mais ça met quand même ça met un peu l'emphase sur le fait que les vitesses transversales sont importantes si on veut raffiner le modèle, et que si on arrive à lier ce modèle-là à l'efficacité, on a une meilleure idée de comment travailler la turbine. On pense aussi que la traînée de la turbine va être importante, surtout dans des cas où on va opérer, où la turbine va tourner trop vite ou pas assez vite, où elle ne va pas extraire d'énergie, mais cette traînée-là va quand même avoir une influence sur cet écoulement. Donc, passons maintenant aux résultats. On va commencer par ceux des études paramétriques, donc avec des pales fixes, essentiellement. Donc, il y a plusieurs paramètres qui ont une influence sur l'efficacité de la turbine. Le premier paramètre, le plus important, c'est ce qu'on appelle la solidité. C'est le rapport entre la corde des profils et le rayon de la turbine, pour venir multiplier par le nombre de pales. Le nombre de pales, lui aussi, a une influence assez importante. Et l'autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle le rapport de vitesse. C'est le rapport entre la vitesse induite par la rotation de la turbine et la vitesse de l'écoulement en amont, loin en avant. Il y a d'autres paramètres 2D qui ont été étudiés à ATS que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais qui ont quand même un effet un peu plus mineur, mais un effet assez important, surtout dans des paramètres d'opération un peu critiques au bord du décrochage. Et donc, notamment le profil de pale utilisé a de l'importance, puis et aussi le nombre de Reynolds associé à la pale. En 3D, un paramètre qui va être important, c'est l'allongement de la pale, c'est-à-dire le rapport entre la hauteur de la pale, son envergure, et sa corde. Un point qui va être un peu plus mineur, c'est la forme de la pale. Donc on sait que les turbines hélicoïdales vont avoir une efficacité qui est légèrement inférieure à des turbines à pale droite, mais l'effet, disons, est mineur comparé à l'allongement des pales. Donc si on regarde un peu l'effet de la solidité, visuellement, ce que c'est la solidité, ça représente un blocage de la turbine. C'est-à-dire que plus la solidité va être grande, plus les pales vont paraître grandes par rapport à l'air de la turbine ou à son rayon. Et ce que ça fait au niveau de l'efficacité globale de la turbine, c'est que plus elle va augmenter, plus la courbe va se déplacer vers les petits rapports de vitesse. Mais en faisant ça, on va aussi baisser l'efficacité maximale. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas extrêmement bien prédit par les modèles à 10 actuateurs, par exemple. Et maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est que vu que la solidité dépend du nombre de pales, on pourrait changer le nombre de pales sans changer la solidité. Et donc, en faisant ça, ce que ça fait concrètement, c'est que si on augmente le nombre de pales, on va devoir augmenter le rayon ou diminuer la corde. Et sur l'efficacité, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Les turbines vont avoir leur pic d'efficacité à peu près à la même vitesse, puis le pic d'efficacité va être à peu près égal. Par contre, évidemment, dans nos calculs, on n'a pas pris en compte l'effet des bras qui tiennent les pales à l'axe central. Et évidemment, si une turbine à 9 pales va avoir 3 fois plus de bras qu'une turbine à 3 pales, donc on peut s'attendre à le fait que la courbe à roue, la courbe à 9 pales va baisser au niveau de l'efficacité si on prend en compte ces effets de traînée-là. Il y a aussi un autre point, c'est que la turbine à 9 pales ici a un rayon qui est relativement grand, et en fait il correspond au rayon qu'aurait une turbine à 3 pales, mais avec une solidité 3 fois plus faible. Et on l'a vu précédemment, et avoir une solidité qui est faible permet d'augmenter l'efficacité globale. Donc, si c'est une turbine où il n'y a pas vraiment où on ne vient pas essayer d'améliorer l'efficacité, vous avez nettement plus simple, disons, de prendre la turbine à 9 pales, d'enlever 6 pales, puis de garder la meilleure efficacité. Mais bon, il y a deux critères qui ont joué là-dedans. Et le nombre de pales, ce que ça fait surtout, c'est que ça vient réduire énormément les fluctuations de couple. On voit par exemple entre la turbine à 3 pales et la turbine à 4 pales, on vient diviser par 5 les fluctuations, ce qui est très chouette de négligeable.
Et lorsqu'on passe à une turbine à 9 pales, on n'a plus que 3% de fluctuation, ce qui est extrêmement bon pour la mécanique. Donc augmenter le nombre de pales est un moyen très simple et assez efficace de résoudre le problème de fluctuation de couple. Mais évidemment, il y a toujours cette confrontation entre l'efficacité maximale de la turbine qu'on veut et les fluctuations de couple qu'on va pouvoir tolérer. Et donc, tout ça, c'était les résultats 2D. Et on a ensuite fait une étude 3D pour essayer d'avoir une idée de comment ces résultats 2D comment les turbines 2D là vont pouvoir, comment ces résultats vont pouvoir s'appliquer aux vraies turbines avec des arrangements de pales finis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des turbines avec différents arrangements de pales. Là, je vous ai présenté des résultats avec des arrangements de 7 et des arrangements de 15. Et ce qu'on observe, c'est que la zone d'influence des bouts de pale, donc les zones qui sont influencées par le tourbillon de bouts de pale, ont à peu près la même longueur à chaque fois. Donc ce qui va changer dans les différents arrangements, c'est que la partie centrale, qui elle est la partie avec un écoulement essentiellement 2D, c'est cette partie-là qui va extraire de l'énergie, donc va être beaucoup plus grande avec quand on va allonger les pales. Ce qui fait que des turbines avec des arrangements plus grands vont être plus efficaces. Par contre, on notera aussi qu'un arrangement de câble, c'est quand même relativement petit, ça fait des turbines qui sont à peu près carrées dans nos cas. Dans la vraie vie, on va utiliser des pales qui vont avoir un arrangement encore plus grand. Mais simuler des pales aussi longues est extrêmement coûteux. Donc on s'est surtout limité à 15. Et l'autre point, c'est que le rapport de réduction, le rapport de performance entre la 3D et la 2D dépend beaucoup du chargement de la pale. Par exemple, si on prend le cas de deux turbines à une pale et 3 pales qui ont sensiblement la même efficacité, on voit que la turbine à 3 pales a une chute de performance moins grande par rapport aux résultats 2D. Et ça, c'est dû au fait que, vu que les turbines ont la même efficacité, si on a 3 pales, l'efficacité est divisée par les 3 pales. Donc ça veut dire que chaque pale de la turbine va être moins performante, mais vu que la traînée induite dépend directement de la portance, donc dépend directement des forces sur la pale, plus cette force va être grande, plus la perte va être grande. Et ça explique pourquoi la chute est plus grande avec des arrangements plus faibles, et avec des nombres de pales plus faibles par contre. Et on voit par exemple que dans la turbine à une pale, on a 35% d'écart au niveau du pic d'extraction, alors que dans la turbine à 3 pales, avec ces pales qui sont moins bonnes, on a moins de pertes à ce niveau-là. Donc augmenter le nombre de pales permet aussi de réduire un peu ces effets 3D-là. Et enfin, ce qui se fait dans l'aéronautique pour aussi limiter ces effets-là, c'est qu'on va utiliser des plaques de boue. Donc on a aussi testé différentes géométries de plaques de boue. Donc on a le cas à gauche, référence sans plaque de boue. On a testé avec une toute petite extension du profil de 15% de la corde, puis on a testé avec une plaque de boue qui est extrêmement grande pour voir à quel point le chargement pouvait se rapprocher des résultats 2D. Et on voit bien que la zone d'influence, à chaque fois, la zone qui est 3D sur chaque pale va diminuer, plus la pale va... Et donc ça se voit au niveau de l'efficacité, vu que le rapport entre les résultats 3D et 2D augmente à chaque fois que la surface augmente. Mais ça, c'est les résultats sans prendre en compte la traînée de la plaque, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour l'entraîner tout le long du cycle. Et lorsqu'on vient prendre en compte cette traînée-là, ce qui arrive, c'est qu'on voit que la petite plaque, il y a une réduction de l'efficacité, mais on reste meilleur que le cas sans plaque de boue. Alors que la grosse plaque elle est tellement grosse en fait que l'énergie que ça coûte pour la traîner au long du cycle fait que l'efficacité globale de la turbine devient négative. Donc il faut faire attention en fait au design de la plaque. Mais une alternative à utiliser une grosse plaque de boue comme ça liée à la pale, ça serait d'utiliser des plaques au bord de la turbine qui seraient fixes, donc qui ne seraient pas entraînées par les pales. Dans ce cas-là, on n'aurait pas un travail négatif, et donc on suppose qu'on aurait à peu près le même changement qu'avec la grande plaque comme ça. Donc ce que ça fait, ça vient confiner aussi la turbine, donc il y a d'autres effets à prendre en compte à ce niveau-là. Donc en conclusion d'études paramétriques, donc on a vu que la solidité c'est le paramètre numéro 1 des turbines avec verticale. Ensuite, que le nombre de pales, c'est un peu le résultat du choix de la solidité qu'on fait. Et ça va être aussi lié aux contraintes pratiques, ça va être lié à l'environnement, si c'est éolien, si c'est hydrolien, on ne va pas avoir les mêmes contraintes par exemple. Et on a vu aussi que les effets 3D peuvent être extrêmement dommageables pour les performances globales de la turbine. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt s'orienter vers des turbines avec des pales, avec des arrangements assez grands.
Et on va pouvoir utiliser aussi des plaques de boue ou carrément des grosses plaques non liées au pal pour réduire ces effets. Et donc, toute cette étude paramétrique, notamment, nous a permis de faire une sélection de candidats pour après l'optimisation, donc les deux objectifs de la thèse. Et donc, la solidité qui a été choisie, c'est une solidité de 0.5, qui est une solidité qui est moyenne au niveau des performances, mais surtout qui est typique des hydroliennes. Et on a utilisé 3 pales, qui est un bon compromis à la fois entre le lissage du couple et le fait d'avoir une turbine qui reste relativement rapide. Donc l'efficacité de cette turbine-là est moyenne, vu que c'est 34% en 2D, puis on a vu que si on perd 60, 40, 30, bon, enfin, on en perd une bonne partie en 3D, mais donc il y a un bon potentiel d'amélioration à ce niveau-là également. Donc au niveau de l'étude d'amélioration de l'efficacité, qui était le premier objectif, donc on a vu que pour les turbines hydroliennes, il fallait des turbines à STRAPU, donc ça fait des solidités autour de 0.5, et donc ces solidités font que leur efficacité sont basses, et donc les efficacités 3D de turbines réelles sont encore plus basses. Et un autre point, c'est que vu qu'elles tournent à vitesse relativement faible, les pales vont avoir du décrochage dynamique durant le cycle. Leur angle d'attaque en fait vont être trop grand. Et donc une solution à ça, ça serait de modifier l'angle de calage de la pale pour baisser cet angle d'attaque-là, ce qui fait qu'il y aura moins de décrochage et on pourrait extraire plus d'énergie. Mais comme cet angle d'attaque varie par un cycle, la solution c'est d'utiliser un angle de calage qui est variable. Et plus visuellement, en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'angle d'attaque de la pale ici soit à peu près constant, puis optimal durant tout le cycle, en fait. Et c'est cet angle d'état ici qui, lui, est directement dicté par la vitesse relative et la tangente à la trajectoire, qu'on va venir diminuer avec l'angle de calage à fois 0. Donc c'est cet angle ici, entre la corde du profil et la tangente à la trajectoire, qu'on va venir bouger. Et donc pour ça, on s'est basé sur le modèle théorique simple, c'est-à-dire le modèle qui utilise la vitesse U infinie à travers toute la turbine, non perturbée. Et donc ça c'est la courbe d'angle d'attaque qui est prévue par ce modèle-là. Et donc nous, on va venir appliquer une loi de calage qui est à peu près l'inverse de cette courbe-là, ce qui fait que l'angle d'attaque théorique vu par la pale devrait être à peu près constant tout le long du cycle. Donc là dans ce cas-là, il va être égal à 9 degrés pour la première phase, la phase avant, et moins 9 degrés pour la phase aval, vu qu'on doit inverser l'angle pour que la portance reste dans le bon sens. Et ce qu'on obtient au niveau des résultats est extrêmement encourageant, vu qu'on a une amélioration relative de 64% par rapport au cas sans angle de calage. Vous noterez que dans la thèse, en fait, la référence n'était pas bonne, ce qui fait que le chiffre était juste de 27%. Donc ça sera corrigé pour le dépôt final. Mais bon, bref. On voit aussi que l'angle d'attaque cible, en fait, qu'on voulait appliquer à la pale optimale, est à peu près 9 degrés. Et il correspond à l'angle de finesse max du profil utilisé. Donc ce qui fait du bon sens, parce qu'on a vu avec les plaques de boue à quel point elle était sensible à la traînée, cette turbine-là. Et ce qu'on peut voir si on regarde le cycle d'extraction d'énergie instantanée, c'est que la courbe en or, c'est le cas de référence, disons sans angle de calage variable. Et on vient non seulement améliorer le pic d'efficacité, mais on vient aussi l'améliorer sur une plage nettement plus grande. Et c'est ça qui va expliquer pourquoi la turbine est si efficace, pourquoi on gagne autant d'efficacité. Et enfin, on a aussi fait un cas 3D avec des pales avec un arrangement de 15. Et ce qu'on observe, c'est que l'efficacité finale de la turbine, avec des pales relativement courtes en soi, a une efficacité qui est déjà au niveau des meilleures hydroliennes connues actuellement, en fait, même si la chute entre les résultats 2D et 3D est toujours relativement importante. Donc maintenant, on va passer au lissage du couple. Et donc pour ça, on a testé deux approches. Toutes les approches en fait, de lissage du couple, c'est surtout des approches 3D, donc on va surtout jouer avec la forme de la turbine. Et l'approche classique, disons, c'est d'utiliser des pales hélicoïdales. Évidemment, un des désavantages d'utiliser des pales comme ça, c'est qu'on ne peut plus venir changer l'angle de calage tout le long du cycle. Donc là, on perd tous les gains d'efficacité qu'on a fait précédemment. Et un autre point, c'est que ça, c'est une des turbines qui avait 20 millions d'éléments, donc qui avait 3 mois de calcul pour faire une dizaine de cycles. Donc on ne pouvait pas vraiment simuler, on ne pouvait pas faire une étude paramétrique de ce design-là en particulier, ça sortait un peu du cadre de la thèse. Et vu qu'on a testé un seul cas, on avait un angle d'hélice qui était tellement prononcé que l'efficacité de la turbine était négative. Donc on n'a pas vraiment de conclusion à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de conclusion au niveau du lissage du couple.
Mais on a peut-être mis le doigt, disons, sur l'explication à cette baisse d'efficacité. Et si on regarde une pale dans une turbine hélicoïdale, elle est à peu près équivalente à une aile d'avion qui serait à la fois gauchie, donc dont l'angle changerait de 200 envergure, et aussi avec une flèche. Et donc on a fait quelques petites simulations de pales simplifiées, droites. Et si on compare par exemple le cas avec une pale droite qui aura un angle d'attaque de 15 degrés, on voit qu'elle reste, elle est proche du décrochage, mais les coulements restent bien attachés tout le long de l'envergure. Alors que si on prend le cas de l'aile gauchie, donc qui est un enrichissement de 20 degrés à 0 degré ici en haut, on voit que la section qui est ici à 20 degrés d'angle d'attaque, qui elle décroche normalement, va faire que la section qui est à 15 degrés, la section ici, va aussi décrocher. Donc il y a une propagation du décrochage qui se fait en envergure, et c'est ça qui pourrait expliquer une partie de la baisse d'efficacité. On a aussi fait en fait une même simulation donc avec une aile gauchie, où au lieu qu'elle soit droite comme la pale à gauche, on va lui rajouter en plus de la flèche. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la bulle de séparation, le phénomène devient encore plus sensationnel et la bulle va se déplacer un peu le long de la pale, ce qui va encore diminuer les performances. Donc, je pense que ça, c'est un des mécanismes en tout cas qui va expliquer pourquoi les turbines hélicoïdales ont une efficacité légèrement plus faible. Et donc, l'autre solution de lissage de couple qu'on a étudié, c'est d'utiliser plusieurs turbines connectées sur le même arbre. Donc là, ici, vous voyez, par exemple, il y a une seule turbine avec 3 sections, et chaque section va être déphasée par rapport à l'autre, ce qui fait que quand on la regarde de dessus, c'est comme si on avait un nombre accru de pales. Et l'autre avantage de ces turbines-là, c'est que comme ils utilisent des pales droites, on va pouvoir aussi venir jouer sur l'angle de calage et donc améliorer leur efficacité. Et donc, nous, on a testé, on a fait une seule simulation aussi, parce que là aussi, c'est un des cas avec 20 millions d'éléments. Et donc, nous, ce qu'on avait, c'est une turbine avec deux sections de turbine déphasées de 60 degrés. Donc, c'était équivalent à une turbine de 6 pales lorsqu'on regarde dessus. Et on avait des éléments qui étaient extrêmement courts avec un rangement de 3,5. Et le résultat qu'on obtient, c'est qu'on vient baisser d'un facteur 10 les fluctuations. On passe de 230% de fluctuations à 23% de fluctuations de couple. Donc, ce qui est extrêmement encourageant, qui est équivalent à avoir au lissage du couple qu'on aurait avec une turbine à 6 pales. Mais on a gardé la solidité et le rayon d'une turbine à 3 pales, vu que c'est juste 2 turbines à 3 pales qu'on a superposées. Donc, on peut noter aussi que la valeur moyenne, c'est-à-dire l'efficacité de la turbine, il y a une chute de cette valeur moyenne-là, mais c'est dû au fait d'utiliser des pales d'arrangement de 3,5. Donc, dans le vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 turbines efficaces déjà, puis on va juste les connecter sur le même arbre, et on va avoir ce lissage de couple-là, donc qui est extrêmement intéressant pour le générateur. Donc, si on résume un peu toute l'optimisation de la turbine, donc on a vu que pour le nombre de calage variable, on avait une bonne amélioration de l'efficacité, même une très bonne. Et vu que le pic est un peu plus large, on a un peu un lissage de couple qui se fait grâce à ça, mais c'est vraiment mineur. On a vu pour les turbines hélicoïdales, en fait, on a mis un peu le doigt sur ce qui pourrait être une explication à la chute d'efficacité. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus de travail qu'il y a à faire à ce niveau-là, mais bon, vu que ça sortait un peu du contexte de la thèse, on n'a pas poussé très loin cette étude-là. Et donc, au niveau des turbines multiples connectées sur le même arbre, donc on voit que le lissage de couple est équivalent à augmenter le nombre de pales. Et en plus, on garde la simplicité d'avoir des pales droites, donc qui sont extrêmement faciles à fabriquer, notamment, et la possibilité d'avoir un décalage variable. Donc, en conclusion, là, pour résumer un peu toutes les contributions à la thèse, donc la première, c'était surtout au niveau du modèle empirique, pour avoir une meilleure vue des courants à travers la turbine, c'est la mise en avant des vitesses transversales qui sont non négligeables, puis qui ont une grosse influence sur les angles d'attaque et donc sur les forces. Et cet effet-là pourrait être réintégré dans des modèles à disque actuateur pour améliorer leur prédiction. Au niveau des études paramétriques, ben, c'est surtout qu'on a testé tous les paramètres avec le même protocole de recherche, ce qui fait que tous les résultats peuvent être comparés entre eux, n'importe quel résultat qui est dans la thèse, on peut les comparer. Et donc, il est ressorti que la solidité est le paramètre numéro 1 pour l'efficacité de la turbine. Et suivant, si on va voir une turbine sans angle de calage variable ou avec du calage variable, les valeurs de solidité qu'on va prendre vont être un peu différentes. Par exemple, dans le cas des éoliennes,
on peut avoir une solidité relativement faible, puis déjà avoir une bonne efficacité, donc on peut se contenter de ça. Par contre, pour toutes les applications hydroliennes, on va plutôt avoir des solidités plus grandes, dictées par l'environnement. Et on va devoir optimiser leur efficacité avec des angles de calage variables. Donc on a vu aussi que le nombre de balles résultait un peu du choix de la solidité qu'on faisait et des contraintes mécaniques ou environnementales de la turbine. Et que les effets de tournée étaient extrêmement importants, ce qui va plutôt pencher vers l'utilisation de balles avec un rangement très grand ou de plaques de boue pour limiter ces effets-là. Et enfin, au niveau de l'amélioration de l'efficacité, donc on a vu que les résultats étaient extrêmement prometteurs, en 2D, en fait, on atteint quasiment la limite de Betz. Puis même si on essayait d'améliorer la loi d'angle de calage, de la peaufiner un peu, on était limité on n'arrivait jamais à dépasser cette valeur-là. Et au niveau du lissage de couple, donc on a vu que les turbines hélicoïdales ont tendance à avoir une efficacité, ça c'était plus dans la littérature, mais je pense qu'on a mis le doigt sur le mécanisme. Et ça serait lié à l'angle de l'hélice. Plus l'angle de l'hélice va être marqué, plus le décrochage, la propagation de décrochage va se faire facilement. Et on a vu que les turbines à section multiple sont une bonne alternative, en plus en gardant la possibilité de faire du contrôle d'angle de calage. Et donc à la fin, on peut s'amuser à faire un peu des prédictions d'efficacité de turbines réelles. Donc par exemple, pour une application hydrolienne, on pourrait prendre une turbine à 3 pales avec une solidité de 0.5, donc des solidités relativement classiques, mais on pourra en connecter 3 sur le même arbre ou faire 3 sections de turbines, ce qui fait que le lissage de couple serait équivalent à des turbines à 9 pales, puis on a vu que c'était les fluctuations de couple étaient extrêmement faibles avec ça. Et en utilisant des pales avec un allongement assez grand et du contrôle d'angle de calage variable, on pourrait atteindre des efficacités autour de 50% à des vitesses de rotation qui restent raisonnables. Donc, qui dépasseraient même en fait, les turbines axe horizontal et éoliennes les meilleures qui existent. Et au niveau de l'ouverture, juste pour rester dans le domaine de la mécanique des fluides, c'est que là, toutes les turbines ont été testées seules, donc il n'y a évidemment pas d'influence de turbines voisines, mais dans la vraie vie, elles vont être utilisées dans des parcs, que ce soit des parcs marémoteurs, dans les rivières ou des parcs éoliens. Et donc, il y a plusieurs études à faire à ce niveau. Le premier, c'est évidemment d'étudier le sillage de ces turbines-là, parce que à quel point le sillage va se diffuser, disons, va dicter un peu à quelle distance on peut placer les turbines proches l'une des autres, ce qui va pouvoir augmenter la densité énergétique du parc. Et le deuxième point, c'est plus d'étudier les performances de turbines multiples, placées proches les unes des autres, voir à quel point on influence sur leur efficacité. Et donc, voir à quel point on peut aussi densifier les champs à partir de ce niveau-là. Mais ça, c'est plus une étude qui se fait avec des modèles plus simples, comme des modèles à 10 actuateurs, parce que c'est évidemment trop coûteux pour la SLAB. Donc, ça arrive à la fin de la présentation. Je suis sûr que vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Cassel.